Bien, bonjour et bienvenue à tous. Donc nous avons vu la dernière fois que le grand saut vers l'autre, qui est la traduction, dans le contexte bouddhique, s'est fait en réalité de manière assez acrobatique par plusieurs relais d'envolée au trapèze en quelque sorte. Processus encore compliqué par le fait que le travail de traduction ne se faisait pas seulement à partir de textes écrits dans diverses langues de l'Inde ou de l'Asie centrale, qu'il s'agissait de rendre en chinois, mais la traduction se faisait souvent à partir d'un enseignement oral dans divers idiomes et dialectes. Comme on l'a vu, c'est la transmission orale qui était privilégiée dans le monde indien, alors que dans la culture lettrée chinoise, c'est un fait bien connu, c'est plutôt la tradition écrite qui prévaut. Donc, en conséquence, les traducteurs ont eu tôt fait de se heurter au dilemme entre une traduction qui s'efforce avant tout de rendre le sens littéral de l'original, au risque de produire un texte très lourd, maladroit, indigeste, plein de noms et de mots bizarres, ou bien alors on essaye d'obtenir une traduction plus élégante, bien tournée et ciselée et mieux adaptée surtout au goût stylistique des lettrés chinois. Et c'est donc la dichotomie classiquement énoncée dans les entretiens attribués à Confucius, en chinois le Luanyu, au livre 6, section 16, où Ziyue, le maître, dit « Zhi sheng wen ze ye, wen sheng zhi ze shi, wen zhi bin bin, ran hou jun zi ». Donc, quand le zhi, c'est-à-dire le substantiel, ce qui est substantiel par rapport à justement wen qu'on va voir tout à l'heure. Donc quand le substantiel l'emporte sur wen, c'est-à-dire ce qui est orné, ce qui est raffiné, on tombe dans le ye. Ye, c'est littéralement le rustique, tout ce qui est en dehors de l'urbain. Donc on tombe dans le rustique mal dégrossi en quelque sorte. Et en revanche, quand le wen, c'est-à-dire le raffinement, l'emporte sur le substantiel, la situation inverse, on tombe alors dans le shi, c'est-à-dire littéralement le style tatillon de l'archiviste. Et c'est quand wen zhi bin bin, quand le substantiel et le raffinement sont en parfait équilibre, c'est-à-dire dans un équilibre très élégant, c'est alors seulement qu'on obtient l'homme de bien. Donc l'homme de bien confucéen, c'est aussi quelqu'un qui se comporte de façon élégante, mais qui aussi s'exprime et écrit de façon élégante, avec cet équilibre très subtil entre le zhi et le wen, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui énonce ce qu'il a à dire clairement, mais en même temps avec suffisamment de wen, c'est-à-dire suffisamment de raffinement, pour que ce soit plaisant pour le lecteur. Alors, cette dichotomie apparaît dans les premières tentatives de collaboration, de traduction entre des bouddhistes qui viennent d'horizons très différents, avec des degrés différents d'immersion en milieu chinois et sinophone,
Et vous vous souvenez peut-être qu'en parlant des immigrés, si je peux me permettre cette expression, des immigrés venus d'Asie centrale en Chine, nous avions évoqué le nom de Zhi Qian, que vous avez sur la 3e ligne, ici sur la diapositive, dont vous vous rappelez qu'il est né en Chine, parce que son grand-père Yue Zhi s'était installé en Chine. Et nous avions rencontré également le nom de Krang Sen-hui, que vous avez juste en dessous sur la diapositive, avec l'ethnonyme Krang, qui rappelle ses origines de Sogdiane, qu'on appelle en chinois Krangju. Mais en réalité, Krang Sen-hui, malgré ses origines sogdiennes, était né dans l'extrême sud de l'espace Han d'alors, l'espace chinois, qui se trouve actuellement non loin de Hanoï, en fait. Et ces deux personnages qui figurent parmi les tout premiers traducteurs se trouvent avoir reçu donc une éducation lettrée à la chinoise. Alors, Zhi Qian, nous en avons parlé la dernière fois en évoquant son vaste savoir, sa vaste culture et surtout sa maîtrise de nombreuses langues. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait aussi bien le chinois que des langues d'Asie centrale et du monde indien. Et quant à Krang Sen-hui, sa biographie dans le Gao Seng Zhuan, c'est-à-dire donc les biographies des moines éminents, dont vous avez un passage en bas de la diapositive. Donc, nous avions vu que le Gao Seng Zhuan commence par une section importante sur les Yi Jing, c'est-à-dire les traducteurs des textes sacrés notamment, ou des sutras. Alors, ce passage donc, nous rappelle, vous avez ça sur la première ligne, que Krang Sen-hui, Qi Xian Krangju Ren, donc ses ancêtres étaient des gens de Sogdiane, et Shi Ju Tianzhu, qui avait vécu pendant des générations au Tianzhu, c'est-à-dire ce que les Chinois percevaient comme étant le monde indien, au nord de l'Inde, et du fait que son père était un marchand, il s'était installé au Jiaozhi, c'est-à-dire donc dans cette région à l'extrême sud de la Chine. Et la biographie poursuit en disant que à l'âge de 10 ans passés, ce Krang Sen-hui donc perd ses deux parents, ses deux parents disparaissent, meurent, et donc en tant que fils filial, donc après avoir porté le deuil, il chujia. Alors chujia, c'est une expression importante dans le vocabulaire bouddhique et qui est d'une grande nouveauté du point de vue sociétal dans le milieu chinois. Chujia, c'est littéralement donc sortir de la famille pour être ordonné moine, entrer dans la communauté monastique. Et ça, c'est quelque chose que la Chine n'avait jamais connu auparavant. Ça ne se fait pas non seulement de ne pas assurer de descendance, mais encore plus, a fortiori, de quitter carrément la famille. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui avait quelqu'un qui ne craignait pas l'effort et qui avait une personnalité très élevée, et qu'en tant qu'homme, en tant que personne, c'était quelqu'un de très distingué et d'élégant, et qu'il était extrêmement instruit et cultivé. Et ce que j'ai souligné en rouge, donc Du Zhi Hao Xue, donc il était extrêmement sérieux dans son goût pour l'étude,
Min Jie San Zang. Donc il était capable d'expliquer clairement les trois corbeilles, donc les trois corbeilles de la littérature bouddhique, et en même temps, Bolan Liu Jing, il avait lu très largement donc les 6 classiques confucéens. Donc là, vous avez le cas d'un descendant d'immigrés qui a parfaitement intégré la culture chinoise, la culture lettrée chinoise, et notamment la culture confucéenne, tout en étant bien formé aux sources bouddhiques. Alors, ces deux personnages, Zhi Qian et Kang Senghui, se retrouvent tous les deux du fait de la forte, disons, des troubles qui ont suivi la chute des Han en 220 de l'ère chrétienne. Donc, ils se retrouvent tous les deux au royaume de Wu. Je vous rappelle que nous sommes alors à l'époque dite des 3 royaumes, des Sanguo en chinois, qui a duré pendant une bonne partie du IIIe siècle de l'ère chrétienne. Et ces 3 royaumes, vous les voyez donc en vert, rose et ocre. La partie ocre étant justement ce royaume de Wu, donc au sud du Changjiang, au sud du Yangtze ici, que vous avez ici. Et ces 3 royaumes donc, se disputent justement l'espace Han, qui n'a plus justement qui a perdu l'unité de la dynastie Han. Et à partir de ce moment-là commence donc une assez longue période enfin de désunité où vous avez ensuite une partition entre le nord et le sud, etc. Donc je ne reviens pas sur ces facteurs historiques, mais toujours est-il qu'en l'an 224, notre Zhi Qian, donc notre immigré Yue Zhi, se trouve à Wuchang, ici, que vous avez sur le Yangtze-Jiang, le grand fleuve. Et il voit arriver dans cet endroit 2 maîtres indiens. Alors vous en avez un qui s'appelle Vigna, translittéré en chinois Wei Qinan, qui est apparemment un brahmane. Vous avez ici sa biographie dans le Gaozhengzhuan, donc les biographies des moines éminents. Ce Vigna est apparemment un brahmane converti au bouddhisme, et il est accompagné d'un certain Zhu Jiangyan, ou ici vous avez la variante Luyen, dont on ne sait pratiquement rien. Donc vous avez ces 2 moines qui arrivent du monde indien, et naturellement ils parlent à peine chinois, et on va voir qu'ils se mettent à collaborer avec Zhi Qian, qui lui maîtrise parfaitement le chinois, pour produire une traduction assez sommaire et approximative d'un texte que vous avez en rouge ici, qui est le Fa Ju Jing, traduction chinoise du Dharmapada, qui est un recueil de propos attribués au Bouddha en vers. Pada, c'est littéralement le pied, mais ici c'est le pied dans le sens poétique du terme. Et c'est un classique extrêmement répandu qui est largement récité et répété donc, dans les milieux bouddhiques. Donc vous avez ces maîtres indiens donc, qui arrivent et qui commencent par essayer d'initier leurs collègues chinois donc, à ce classique. Et si nous regardons ici la préface
qui a été placé avant ce Fa Ju Jing, le Fa Ju Jing Xu. Il y a donc dans cette préface, que nous n'allons pas lire en entier, mais j'ai souligné là en rouge la partie qui nous intéresse, et qui nous dit ceci, donc, 结义之身，一人出之，颇使其魂漫，为佛难指，其文难闻。Alors, le sens des jie ici, c'est la translittération en chinois des gata, c'est-à-dire de ces vers, est très profond, et le traducteur, le Yiren, en essayant de faire sortir le sens, c'est pour ça que chu, ça a le sens de produire, de publier, et très souvent dans le contexte bouddhique de traduire, c'est-à-dire faire sortir le sens. Le traducteur, en essayant de faire sortir le sens très profond de ces gathas, l'a en réalité rendu trouble. Sans doute, il est difficile de rencontrer un Bouddha et difficile d'entendre son message. 有诸佛信皆在天竺，天竺言语与汉译音，云其书为天书，语为天语，名物不同，传实不异。Donc, de plus, les Bouddhas sont tous apparus au Tianzhu, c'est-à-dire dans le monde indien. Et la langue donc là, ici, il s'agit de Bouddha au pluriel, parce que quand on parle du Bouddha, le Bouddha Gautama, c'est le Bouddha historique que nous connaissons, mais il y a une infinité de Bouddhas qui sont apparus sur Terre, et malheureusement tous au même endroit, tous au Tianzhu. Alors, ensuite vient une notation qui va nous intéresser de près. La langue du Tianzhu a des sons différents de la langue Han, de la langue chinoise. Son écriture est l'écriture céleste, c'est-à-dire l'écriture des dieux, et c'est très souvent comme ça qu'on a compris le sanskrit. Le sanskrit, c'est la langue sacrée des dieux, et sa langue est également céleste, c'est-à-dire c'est la langue des dieux. Sa façon de nommer les choses n'est pas la même qu'en chinois, et donc arriver à transposer la réalité de ces choses n'est pas chose facile. 维西蓝条，安侯士高，都谓佛条，一胡为汉，摄得其体，审得其体，是以难及。Donc dans le passé, des personnages comme Han Shigao et Yan Fotiao, en traduisant de la langue Fan en langue Han, ont saisi les grandes lignes, mais il est difficile de poursuivre dans cette voie. 后之传者，虽不能密，由上贵其实，粗得大屈。Donc, ceux qui sont venus après, sans être capables d'aller en profondeur, ont tout de même privilégié le shi, c'est-à-dire la réalité du sens, et ont capté, grosso modo, la tachu, c'est-à-dire la direction, la grande direction, le sens général. 使者为其难，出自天竺，以黄武3年来师武昌。Donc, à l'origine, ce Vigna venait du Tianzhu, et dans la 3e année de l'ère Huangwu, c'est-à-dire donc cette année 224 dont je parlais tout à l'heure, il arriva à Wuchang, c'est-à-dire cet endroit au bord du grand fleuve. Pu 从受此500节本，
Et Pu, c'est-à-dire votre serviteur, hein, donc moi, hein, l'auteur de cette préface, c'est de lui que j'ai reçu le texte original des 500 gathas, hein, de ces 500 vers. Et ensuite, Qing qi tong dao, zhu jiang yan wei yi, jiang yan sui shan tian zhu yu, wei bei xiao han,其所传言，或得胡语，或也易出音，近于制止。Alors donc, j'ai prié son compagnon de route, ce Zhu Jiangyan, d'en faire une traduction, de faire une traduction de ces gathas. Mais le problème, c'est que Jiangyan maîtrisait parfaitement la langue du Tianzhu, mais ne connaissait pas bien la langue Han. Donc il parlait un chinois quand même assez sommaire. Et ce qu'il transmettait oralement, Chuanyan, nous avons déjà rencontré cette expression, c'est la première étape justement de ce processus de traduction. Vous avez très souvent un maître qui vient de l'Inde ou d'Asie centrale et qui récite donc le texte qu'il connaît. Bon. Et donc ce qu'il transmet oralement était soit des mots hu, c'est-à-dire des mots étrangers de l'Ouest, soit la prononciation de la signification, ce qui était assez proche d'un, passez-moi l'expression, d'un brut de décoffrage assez rustique. Donc là, vous retrouvez cette notion de zhi ici, hein, le sens grossier y est, mais vraiment la forme n'y est pas du tout. Alors, pu chu xian qi ci bu ya. Donc, votre serviteur, moi-même, j'ai commencé par xian, c'est-à-dire me plaindre en quelque sorte que cette formulation, la formulation de ce maître indien, manquait d'élégance. Alors voilà ce que le maître indien lui répond, Wei Qi Nan Yue, Fo Yan Yi Qi Yi Bu Yong Shi, Qu Qi Fa Bu Yi Yan Qi Chuan, Jing Zhe Dang Ling Yi Xiao, Wu Shi Jue Yi, Shi Ze Wei Shan. Donc les paroles du Bouddha, littéralement, nous nous appuyons sur leur signification sans avoir à les embellir. Et saisir le dharma, la loi qu'expriment ces paroles du Bouddha, ne se fait pas en essayant d'enjoliver sa transmission. Et ceux qui transmettent les écritures sacrées, ces jing, donc, doivent les rendre faciles à comprendre sans qu'il y ait déperdition de sens. Et si on fait ça, c'est ça qui est shan, c'est ça qui est bien. On a fait du bon travail. Donc là, on retrouve tout à fait la thématique que nous développaient précédemment donc les indianistes que j'ai cités, Charles Malamud, Gérard Fussman, donc, qui insistent non seulement sur l'oralité de la transmission en Inde, les Védas ne peuvent se transmettre que oralement, mais aussi l'insistance sur, notamment dans le contexte du bouddhisme Mahayana, c'est-à-dire un bouddhisme pour tous en quelque sorte, l'insistance sur la transmission du message, et peu importe la forme. Par conséquent, cette transmission se fait dans quelque dialecte que ce soit, le dialecte de l'endroit où se trouve le maître qui enseigne, il essaye vraiment de s'adapter donc à son public, à son audience, pour vraiment être sûr que le message passe, et donc vraiment peu importe la forme. Et Zuo Zhong xian yue, Lao shi cheng, mei yan bu xin, xin yan bu mei, zhong ni yi yun,
书不尽言，言不尽意，名圣人意，深邃无极. Donc, ceux qui littéralement sont assis là, hein, les gens qui assistent justement à cet échange, ceux qui étaient présents, tous disent, hein, alors comme ce sont des Chinois, ils ne peuvent pas s'empêcher de citer Lao Tzu. Alors vous avez la citation en deuxième position sur la diapositive ici. Il cite ce verset qui intervient à la toute fin du Tao Te Ching, hein, du livre de la voie et de sa vertu. Mei yan bu xin, xin yan bu mei, c'est-à-dire les belles paroles ne sont pas fiables, hein, et inversement, les paroles fiables ne sont pas belles, hein, ne sont pas forcément belles à entendre. Et il cite également Confucius, Zhongni, c'est le nom de Confucius. Alors cette citation intervient en réalité dans le Yi Jing, c'est-à-dire le livre des mutations, dans le Xi Zi, qui est un des grands commentaires sur le livre des mutations, dans la première partie du Xi Zi. Shu bu jin yan, yan bu jin yi. Donc ici vous avez la citation en entier. Le maître dit, hein, c'est un propos qui est attribué au maître Confucius, les shu, c'est-à-dire l'écrit, hein, littéralement n'épuisent pas la parole. C'est-à-dire quand vous écrivez quelque chose, hein, ça n'épuise pas le sens de ce que vous dites. Hein. Et yan bu jin yi, et la parole n'épuise pas la pensée. Ce que vous dites n'arrive pas à exprimer toute la pensée. Ranzi, sheng ren zhi yi qi bu ke jian hu. Alors, mais le yi, la pensée du sheng ren, du sage, hein, comment ne pourrait-elle pas être manifestée? Alors ici, dans ce contexte, hein, la phrase conclusive, c'est Ming Sheng Ren Yi Shen Sui Wu Ji. Donc cela montre clairement que la pensée du sage est extrêmement profonde, hein, et sans qu'il y ait déperdition de sens. Hein. Ce qui veut dire clairement que la pensée du sage est d'une profondeur wuji, sans limite, insondable. Alors, Jin chuan hu yi, shi yi jing da, shi yi zi jie shou, yi ren kou, yin xun ben zhi, bu jia wen shi, yi suo bu jie, zi que bu chuan. 故有托诗多不出者，然此虽词朴而指深，文约而义薄. Donc, maintenant qu'il s'agit de transmettre le sens de... Je reviens à mon texte, pardon. Maintenant qu'il s'agit de transmettre le sens de ce qui est dit en langue Hu, il faut aller droit à la substance, à la réalité du sens. Voilà pourquoi ce que l'on reçoit de la bouche du traducteur, autrement dit ce que justement le maître indien vous dit par oral, il faut le suivre à la lettre sans y ajouter des fioritures. Et ce que le traducteur n'arrive pas à expliquer, il faut faire l'impasse dessus, c'est-à-dire le laisser de côté sans le transmettre. Quand on n'est pas sûr, on fait tout simplement l'impasse. Aussi, y a-t-il beaucoup de lacunes et de choses non traduites. Malgré tout, la formulation est simple, elle est
Po, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas travaillé, hein, c'est le bois non travaillé. La formulation est simple, mais le message est profond. L'expression est succincte, un yue ou un yue, mais yibo, mais le sens est vaste. Autrement dit, ici, nous avons la leçon du maître indien qui est en désaccord complet avec son interlocuteur chinois, hein, qui lui reproche un texte absolument imbuvable en chinois, hein, mais le maître indien dit mais du moment que le sens général passe, hein, c'est le principal. Alors, justement, malgré cette insistance des maîtres indiens sur la transmission du sens sans se soucier de la forme, quelqu'un qui a été formé à la chinoise, comme Zhu Tian, même en étant d'origine étrangère, ne peut pas s'empêcher de peaufiner justement une traduction qu'il trouve trop brute de décoffrage pour la rendre lisible à un lectorat chinois. Et on sait que Zhu Tian a produit des traductions très élégantes mais plutôt libres, hein, où il s'efforce de tout traduire en chinois, c'est-à-dire tous les mots, tous les noms. Hein, autrement dit, il ne privilégie pas trop les translittérations. Hein. Et par exemple, pour le mot très courant dans la littérature bouddhique, le mot arhat, hein, c'est-à-dire c'est une forme de saint bouddhique, hein, d'homme saint, hein, d'homme un ascète. Il opte, hein, de temps en temps pour la translittération, hein, alohan en chinois, ou quelquefois il prend le parti donc de traduire le sens. Il traduit même en empruntant au vocabulaire taoïste, hein, puisque il est capable de traduire arhat par zhenren, c'est-à-dire l'homme vrai, hein, du taoïsme. Donc là, Zhu Tian montre par son exemple que les traductions en chinois des langues indiennes, mais aussi plus tard, bien plus tard des langues occidentales, doivent opter pour l'une ou l'autre de ces deux stratégies, c'est-à-dire soit translittérer la prononciation, hein, donc par exemple, je viens de donner l'exemple de arhat translitéré en alohan, ou bien essayer de traduire le sens. Alors en transposant justement dans le contexte chinois, hein, quitte évidemment à créer certains malentendus. Alors, nonobstant, malgré toutes ces complications, il y avait de toute évidence du côté chinois, hein, une curiosité et un appétit d'apprendre suffisamment puissant, hein, pour faire accepter et s'efforcer de surmonter tous ces obstacles. Et dans la controverse que nous avons retracée la dernière fois sur l'interprétation à donner de la distinction entre les Ruwen, que vous avez ici dans la première citation ici, et les Fanwen, cette controverse entre donc d'un côté un spécialiste chinois comme Yang Jidong qui soutient que Hu conserve les connotations très négatives et il dit même racistes que ce mot avait sous les Han. Et pour Yang Jidong, ce mot Hu a été ensuite remplacé par Fan, qui est un terme sans valeur ethnique pour désigner en général les textes bouddhistes. Et on a vu que s'opposait à cette idée le bouddhologue américain Daniel Boucher, pour qui Hu et Fan désignent tout simplement deux types d'écriture, hein, et qu'il n'y a absolument aucun facteur de discrimination ethnique dans cette distinction. Hein. Et pour Boucher, donc Fan, bien sûr, c'est reconnu comme l'écriture brahmi, alors que Hu, selon lui,
correspondrait donc à l'écriture, l'autre grande écriture indienne, la Kharoshthi. Alors, vous avez ici un certain nombre d'illustrations que je tire d'une exposition, d'une très belle exposition qu'il y a eu il y a quelque temps à la Bibliothèque nationale de France sur l'aventure des Écritures. Et vous avez ici un manuscrit qui vous montre le dieu Brahma, à qui est attribuée l'invention de l'écriture brahmi, donc. Et cette écriture brahmi, vous en avez des traces, notamment dans les fameuses inscriptions de l'empereur Ashoka, cet empereur qui est censé s'être converti brusquement au bouddhisme après avoir commis un certain nombre de massacres sanglants. Bon, alors ça, évidemment, je pense qu'il y a une très grande part de légende là-dedans, mais toujours est-il que Ashoka, un petit peu à la manière des empereurs chinois, a laissé des inscriptions sur pierre, ici sur des colonnes de pierre comme celle-ci, en caractère brahmi. Et ici, vous avez un manuscrit donc, sur écorce de bouleau en écriture Kharoshthi, que vous avez ici dans le détail. Voilà. Donc, les spécialistes de l'Inde nous expliquent que les écritures indiennes se fondent d'abord sur une analyse de chacun des sons de la langue. Alors ça, c'est quelque chose qui a été accompli notamment à la suite du fameux grammairien Panini, qui aurait vécu au IVe siècle avant l'ère chrétienne, par des lettrés soucieux d'assurer la mémoire de textes religieux et qu'on peut considérer comme les premiers phonéticiens de l'histoire. Donc ici, de nouveau, nous retrouvons cette insistance sur la dimension orale. Et on nous explique que diverses écritures ont servi à noter le sanskrit, cette langue parfaite, la langue de la révélation, ce que les Chinois appellent le Tianshu, l'écriture céleste. Donc ces écritures, parmi ces écritures figurent donc la Kharoshthi et la Brahmi. Alors la Kharoshthi, on nous dit qu'elle a été utilisée pendant 6 siècles en Inde et elle emprunte certaines de ses graphies à l'écriture araméenne. Et comme elle s'écrit de droite à gauche. Et cette écriture a disparu de l'Inde vers le IIIe siècle de l'ère chrétienne. C'est pour ça que Daniel Boucher se sent justifié à avancer son hypothèse selon laquelle donc Roux serait cette écriture Kharoshthi qui a ensuite été supplantée par Fan, l'écriture Brahmi, donc, dont on a vu qu'elle est, selon la légende, attribuée à la divinité Brahma, et qui pourrait bien avoir été aussi à l'origine de la Kharoshthi. Et on nous dit qu'elle est parfaitement adaptée à la phonologie des langues indiennes, puisqu'elle distingue les vocalisations longues des brèves et possède un caractère spécial pour chaque voyelle isolée, considérée alors comme une syllabe qu'on appelle akshar, qui signifie indestructible ou insécable. Et cette écriture brahmi, elle, s'écrit dans le sens inverse, c'est-à-dire de gauche à droite. Et c'est d'elle que dérivent toutes les autres écritures indiennes en Inde et au-delà, dans le sous-continent indien. Alors,
Daniel Boucher précise qu'il faut bien comprendre que l'utilisation de ces écritures pour consigner les textes par écrit était une chose, mais que la transmission orale du contenu de ces textes était une toute autre chose et se faisait dans une grande diversité de langues, de parlers, de dialectes qui pouvaient être assez éloignés donc du texte écrit d'origine. Donc nous retrouvons ici cette grande dissociation entre la transmission orale et la transmission écrite propre au milieu indien, qui explique que les Chinois aient eu beaucoup de mal à s'y retrouver. Et nous avons une illustration très intéressante de cette difficulté qui se trouve dans une section du Chu Sanzang Jiji de Seng You. Le Chu Sanzang Jiji, c'est-à-dire donc les notes sur les recueils de traduction des Trois Corbeilles par Seng You, qui a vécu entre 445 et 518. Et vous avez cette section sur la diapositive qui s'intitule Hu Han Yi Jing Yin Yi Tong Yi Ji. Ce qui veut dire donc les notes sur les tongyi, sur les similarités et les différences de yin-yi, de son et de sens dans le yi, la traduction des textes en langue hu vers la langue han. Alors, ce texte commence de cette manière, de façon assez chinoise. On voit bien que c'est un Chinois qui a rédigé ce texte. Fu shen li wu sheng, yin yan ci yi xie yi, yan ci wu ji, yuan wenzi yi tu yin, gu zi wei yan ti, yan wei li quan. Les principes les principes divins ou les concepts divins n'ont pas de son. Il faut donc des mots, des tsi, et des yen, et des tsi, des expressions pour transcrire leur signification, ce qui est pensé. Or, les mots et expressions ne laissent pas de traces. Il faut donc des signes et des caractères écrits, wenzi, pour tuyin, pour figurer leur son. Ainsi, les caractères sont des pièges pour attraper les mots, et les mots sont des nasses pour capturer les concepts. Alors ici, nous avons une allusion directe à un passage très connu du Zhuangzi qui intervient au chapitre 26 du Zhuangzi qui vous dit ceci: Quan zhe sui zai yu, de yu er wang quan. La raison d'être de la nasse est dans le poisson. Une fois qu'on a attrapé le poisson, on peut oublier la nasse. Ti zhe sui zai tu, de tu er wang ti. La raison d'être du piège est dans le lièvre. Une fois qu'on a attrapé le lièvre, on peut oublier le piège. Yan zhe sui zai yi, de yi er wang yan. Donc, les paroles, la raison d'être des paroles ou des mots est dans la pensée. Et une fois qu'on a attrapé la pensée, on peut oublier les mots. Et alors le passage se termine sur une galipette très typiquement zhuangzienne, Wu an de wang yan zhi ren, er yu zhi yan zai. Où est-ce que je vais pouvoir trouver celui qui oublie les mots pour lui dire deux mots? Alors, si je reviens donc à mon texte, donc là, vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment un lettré chinois, qui vous cite ses classiques, qui connaît son Zhuangzi par cœur, etc.,
essaye de se débrouiller avec des langues aussi différentes du chinois que ces langues d'origine indienne. Alors là, je vous demande de vous accrocher un peu parce que c'est pas absolument évident. Bon, alors je continue le texte. Yin yi he fu bu ke pian shi, shi yi wen zi yin yong mi run yu zhou, sui ji xi han mo, li qi hu shen. Quand le yin, le son, et le yi, le sens, coïncident, il ne peut pas y avoir ni distorsion, ni perte. Voilà pourquoi il faut recourir à l'écrit, wenzi, pour ordonner l'univers dans son entier. Alors ça, c'est vraiment une profession de foi de lettrés chinois. C'est hors de l'écrit, point de salut. Les traces ont beau dépendre du pinceau et de l'encre, les principes, les concepts ont partie liée au shen, c'est-à-dire au divin, à la pensée divine. Xi zao shu zhi zhu, fan you san ren. Dans les temps anciens, il y a eu 3 maîtres de la création, de l'invention de l'écriture. Zhang Ming Yue Fan, Qi Shu You Xing. Alors, le plus ancien s'appelle Fan. C'est donc, nous avons vu, c'est Brahma. Donc, cette écriture brahmi, Youxing, partait vers la droite, c'est-à-dire elle s'écrit de gauche à droite, comme on l'a vu. Ciyue Qulou, Qishu Zuoxing. Ensuite vint Qulou, c'est la transcription, la translittération chinoise de Kharoshti. Donc, cette écriture partait vers la gauche. Donc, nous avons vu qu'elle, effectivement, elle va de droite à gauche. Et Shaozhe Cangjie, Qishu Xiaxing, le plus jeune était Cangjie. Cangjie, c'est celui qui est censé avoir inventé l'écriture chinoise. Alors c'est quand même, c'est assez extraordinaire de constater que les Chinois reconnaissent que Cangjie est un petit jeune dans l'histoire de l'invention de l'écriture, alors que jusqu'à l'arrivée du bouddhisme, les Chinois étaient persuadés que c'était que l'écriture c'était eux, quoi, enfin, et que Cangjie était vraiment l'ancêtre le plus ancien qu'on puisse imaginer. Alors, et l'écriture chinoise part donc, Xiaxing part vers le bas, en colonne verticale. Alors là, je voudrais juste vous montrer un petit peu déjà la différence entre les supports. Vous avez ici donc ce qu'on appelle des aules, c'est-à-dire des feuilles de palmier qui sont inscrites à l'horizontale. Vous avez des lignes horizontales et ces aules sont reliées entre elles par des cordons. Et comparé donc avec les premières écritures chinoises donc, qui sont en verticale. Alors même système d'une certaine façon, mais en verticale, avec des lattes de bois ou de bambou qui sont inscrites avec une colonne verticale de caractères par latte, reliées également par des cordons. Vous avez un autre exemple ici. Et ensuite, ces lattes, vous avez ici une reproduction tout à fait moderne, un facsimilé. Ces lattes sont reliées entre elles et ensuite enroulées comme à la façon des stores vénitiens, comme ça. Donc vous avez ici des chapitres de livres sous forme de rouleaux de lattes de bambou. Alors, vous voyez, enfin déjà, vous avez la différence de support, la différence de sens de lecture, tout est différent. Et ensuite, on vous dit que Fan, Ji Qulou, Du Tianzhu, la Brahmi et la Kharoshti
était pratiqué donc au Tianzhu, c'est-à-dire en Inde, alors que Huang Shi Cangjie Zai Zhongxia, alors que Cangjie se trouvait au pays central des Xia, c'est-à-dire donc la Chine. Et Fan Qu, Qu Fa, Yu Jingtian, la Brahmi et la Kharoshti prenaient modèle sur le ciel pur, ce qu'on appelle en sanskrit le Sudhavtsa, tandis que Cangjie, Yinhua, Yu Niaoji, alors que Cangjie imitait les motifs des traces laissées par les oiseaux. C'est ainsi qu'on explique le Wen, les premières traces écrites. Wenhua Chengyi, Chuanli Ze Tongyi. Certes, les signes et les traits différaient, mais ils avaient la même façon de transmettre les concepts. Alors maintenant, Yang Xun Xianjue所说有64书路论转言笔致区分龙轨八部字体书式为范及曲楼为是圣文故天竺诸国谓之天书. Lorsque nous nous tournons avec respect, avec déférence vers ce qu'enseignait le premier à connaître l'éveil, c'est-à-dire le Bouddha, nous comptons 64 formes d'écriture, parmi lesquelles se distinguent, alors là je vous passe un petit peu le détail, les styles dits de la roue du cerf ou de l'œil qui tourne, la forme des mots dragon, le naga, et du mot démon, le yaksha, et les 8 catégories d'êtres surnaturels diffèrent en style. Seules les écritures Brahmi et Kharoshti prédominent de notre temps. Voilà pourquoi tous les royaumes de Tianzhu les appellent écritures célestes. Et le texte continue en disant Xifang xie jing虽同祖范文然36国往往有异必注中途由篆奏着变题乎按仓颉古文验世代变古代为咒咒迁至篆篆改成隶起转译多矣 Bien que les textes Shifang copié de l'Occident, donc vous avez déjà l'expression Shifang qui est encore dans la langue courante chinoise d'aujourd'hui, bien que les textes copiés de l'Occident aient pour ancêtre commun la Brahmi, on trouve des différences entre les 36 pays des contrées occidentales. N'est-ce pas comparable? Et alors là, vous avez une comparaison qui vaut son pesant d'or. N'est-ce pas comparable au changement de style entre le zhou, c'est-à-dire la petite sigillaire pratiquée sous les Qin, et la grande sigillaire, le zhuan des bronzes zhou, dans les zhongtu, les terres du milieu, c'est-à-dire en Chine. Si on prend l'écriture archaïque de Cangjie, dans ses évolutions à travers les âges, on voit que le style archaïque, le Guwen, s'est changé en grande sigillaire. Cette grande sigillaire est devenue petite sigillaire et cette petite sigillaire s'est muée en écriture cléricale des Han, le Li Shu. Nombreuses donc ont été les transformations. Alors vous voyez un petit peu comment notre lettré chinois, notre moine chinois, rend compte de la diversité des langues indiennes en prenant une comparaison, non pas dans les langues orales en Chine, dans les langues parlées, mais dans le domaine de l'écriture. Et il prend la comparaison dans les changements d'écriture au cours des siècles. Donc là, on est déjà un petit peu en porte-à-faux, en décalage. 至于胡音
Est-ce que ça veut dire que c'est l'heure, là? C'est un signal. Bon. Bien. Oui, alors je ne sais pas si je vais arriver à... Oui, d'ailleurs, il est l'heure. Donc, je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est peut-être pas la peine d'aborder un passage trop difficile en 2 minutes. Donc, désolé, là, j'ai un peu mal calculé mon temps, mais... si le Bouddha nous prête vie, on pourra continuer la semaine prochaine, parce que là, je crois que nous touchons à quelque chose de vraiment tout à fait fondamental. On a très souvent dit de manière assez rapide et sommaire que les sutras bouddhiques ont été traduits en chinois comme si ça allait de soi. Là, vous touchez du doigt un petit peu ce que pouvait être la difficulté de faire sens justement de ces langues et de ces écritures complètement étrangères, même pour quelqu'un qui vivait au 5e siècle de l'ère chrétienne. Donc là, le bouddhisme était déjà largement implanté en Chine. Donc, merci de votre attention et nous poursuivons cela la semaine prochaine. Merci.